Moi, j'étais toujours été étonné par des gens, tu sais, vachement passionnés, et admiratifs même, hyper passionnés, tu vois, de quelque chose et d'être à fond dedans. Moi, j'ai toujours peut-être un esprit un peu plus rationnel ou un peu plus reptilien, un peu plus froid. Et en fait, je me rends compte là depuis 3 ans chez Content Square comme beaucoup d'ailleurs chez Content Square, on est tous à fond, quoi. Donc on est tous à fond et on met beaucoup d'énergie, de temps, d'investissement dans, tu vois, dans le projet de boîte et de temps en temps je me dis ah oui quand même, enfin, tu vois, je suis vraiment à fond et ça m'étonne de moi-même. Bonjour à toutes et à tous, je suis Eddy et vous écoutez un nouvel épisode du Brand Podcast. Très ravi comme d'habitude de vous retrouver pour un nouvel épisode, surtout que c'est l'épisode qui clôture la saison 3 du Brand Podcast et qui annonce aussi ma conférence qui aura lieu le 13 décembre de cette année, Brand Builder Talk. Il ne vous reste plus que 30 places pour aller vous inscrire tranquillement. Le lien, comme d'habitude, est dans les notes du podcast et un peu partout sur les réseaux sociaux. Pour toutes les personnes qui découvriraient le podcast suite à cet épisode, le Brand Podcast est un podcast qui a pour but de vous aider à créer des marques fortes et adaptées aux défis du digital à travers les histoires des meilleurs artisans du marketing de demain. Aujourd'hui, épisode très spécial puisque pour la petite histoire, on était censé le faire depuis à peu près août, mais il y a eu des petites mésaventures. Mais en tout cas, je suis très content de t'avoir aujourd'hui dans le podcast, Geoffrey. Sans plus tarder, je te laisse te présenter. Bonjour Eddy, bonjour, je suis Geoffrey Villon, je suis en charge du marketing pour la zone IMIA pour Content Square. Ok, ça marche. Est-ce que rapidement tu pourras nous présenter Content Square pour toutes les personnes qui connaîtraient pas? Oui, bien sûr. Alors Content Square, c'est en fait une plateforme d'expérience analytique. La plateforme capture des milliards de données comportementales en ligne et va les transformer en recommandations utilisables par tous. Ça permet à Content Square d'aider les marques, principalement des très grandes marques, à créer les meilleures expériences digitales sur leur web, sur le mobile ou sur leur app. Aujourd'hui, Content Square, c'est à peu près 1000 employés un peu partout dans le monde, principalement à Paris où est le siège, puisque Content Square est une boîte française. C'est aussi l'une des vingtaines de licornes aujourd'hui en France. Et on aide à peu près 750 clients, vraiment partout dans le monde, dans tous les secteurs. On a des bureaux à New York, à Munich, à Londres, à Singapour, à Tokyo, et ça continue. C'est une boîte qui est en hyper-croissance, et effectivement, c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de mal à se caler une date, et donc je suis ravi, enfin, aujourd'hui, de pouvoir être avec toi et de clôturer la saison. Parfait. Je connaissais pas le nom hyper-croissance. Ça doit être un autre niveau encore de croissance. Pour toutes les personnes qui connaîtraient pas le format, comme d'habitude, on va revenir pendant une trentaine de minutes sur ton parcours à toi, Geoffrey. Puis ensuite, on va un petit peu partir dans le détail sur là, actuellement, qu'est-ce que vous faites au marketing de Content Square. Puis on va enchaîner avec le Fast and Furious version brand, comme d'habitude, avant de clôturer avec ta petite question. Sans plus tarder, on va commencer avec mes questions. Moi, je commence fréquemment les épisodes par parler d'études, et particulièrement sur la saison 3, parce que c'est vrai que sur cette saison 3, j'ai quand même introduit le fait de parler de parcours un peu plus dans le détail. Cependant, voilà, aujourd'hui, j'avais envie de faire un truc un peu différent en ouvrant un peu la discussion. Tu le sais, un des grands sujets du podcast, c'est la marque, tant sur le plan perso que pro. Et on en a parlé pendant maintenant bientôt 1 an aujourd'hui, sur comment la définir. Mais il y a un truc qu'on n'a pas trop abordé, c'est la perception de sa marque vis-à-vis de soi-même, tu vois. Alors, c'est un peu bizarre, mais attends, je vais t'expliquer. Du coup, moi, ma question aujourd'hui, elle est simple. Aujourd'hui, si on demandait à tes collègues, tes ex-collègues, tes managers, etc., qu'est-ce que vous pensez de Geoffrey dans une pièce fermée, à clé, sans toi, qu'est-ce que tu penses qu'il dirait? Sans moi à côté, je sais pas, non, beaucoup d'énergie, je crois, de dynamisme, de créativité, et c'est assez marrant parce que souvent on associe la créativité à en fait une autre de mes qualités qui est la rigueur. Donc, ce qui est, je pense que j'espère d'un point de vue positif, c'est ce qui ressortirait. Donc dynamisme, créativité et malgré tout beaucoup de rigueur. Ça c'est pour le côté un peu positif, et j'imagine que je dois quand même être assez challengeant au quotidien. Le fait d'avoir beaucoup d'énergie peut peut-être un peu user les autres aussi. En même temps et donc voilà, écoute, je n'en sais pas plus, on peut leur demander pour de vrai si tu veux. Et toi, qu'est-ce qui t'amène à avoir cette réponse? Parce que c'est vrai que tous les jours on parle de marque et on construit des trucs, etc.
mais mine de rien, tu vois, on sait jamais vraiment enfin, comment notre marque, elle est perçue des autres. Toi, aujourd'hui, comment tu fais pour avoir ce point de vue, du coup? C'est du ressenti. Après, moi, j'ai toujours eu un truc depuis le début assez laborieux, où je considère qu'en fait, c'est nos résultats, tu vois, qui vont faire que les gens vont dire, OK, lui, il est solide, etc., etc. Donc, j'ai sans doute un peu de mal, ce qui est un peu bizarre pour quelqu'un qui fait du marketing, à mettre beaucoup en avant. Surtout au début, j'essaie de rester assez humble au départ. Et en fait, c'est prouvé par les faits et les résultats. Donc, ça prend souvent plus de temps que celui qui est capable très rapidement d'expliquer ce qu'il va faire, ou quand il a pris des résultats, de rapidement expliquer en quoi c'est brillant. Moi, c'est pas des choses sur lesquelles j'excelle beaucoup. Par contre, moi, c'est plutôt sur la durée. Les gens, au final, savent très bien quand ça fonctionne, quand c'est solide, vers qui après il faut venir voir, tu vois, sur le plus long terme. Donc, je suis pas le meilleur pour finalement travailler ma propre marque, et je considère vraiment que c'est plutôt le travail de fond, la régularité, les bonnes idées qu'on arrive après à exploiter, qui font que les gens et ton entourage se disent, OK, lui il est solide, OK, lui il est créatif. Aujourd'hui, moi, il n'y a pas de débat. Très très régulièrement, on vient voir en disant, j'ai une idée, je veux que je viens voir. Et ça se fait parce que régulièrement, il y a eu des petites idées assez innovantes qui ont été faites et qui ont fonctionné, par exemple. Aujourd'hui, est-ce que toi, tu as la sensation que ta marque personnelle, elle est celle que tu voulais en commençant ta carrière? Compliqué, je suis pas sûr que j'avais vraiment une idée d'une marque personnelle quand je commençais ma carrière, tu vois. J'ai commencé dans un grand groupe corporate, le groupe Renault-Nissan, où c'était très particulier parce que je suis arrivé au siège du Renault, j'avais 24 ans. J'étais l'un des plus jeunes. Par exemple, en fait, on a fait une étude en interne qui était censée être confidentielle. Et puis les RH m'ont rappelé en disant, en fait, on a un problème. Parce qu'en fait, t'es le seul à avoir moins de 25 ans, tu vois, t'allais cocher 18, 25, 20, tu vois, un truc comme ça, 25, 30, tu vois, les trucs d'âge. Et donc, du coup, ça a cassé la confidentialité de toute l'étude. Donc tu vois, donc je suis arrivé dans cet univers-là. La moyenne d'âge était de 45, 50 ans, tu vois, au siège de Renault. Je suis pas sûr que j'avais vraiment une idée déjà du besoin de construire une marque personnelle, et encore plus de ce qu'elle serait. Après, je crois que c'est quelque chose qui arrive au fur et à mesure. Il y a eu un moment donné où effectivement, tu te rends compte qu'en fait, c'est un peu une nécessité, effectivement. C'est-à-dire que la valeur que tu délivres, malheureusement, de temps à autre, elle est aussi liée à la valeur que tu projettes. C'est pour ça que tu as besoin aussi de construire ta marque, ton parcours. Moi, je le fais encore une fois par plutôt sur la continuité et moins sur tu vois, le côté un peu shine brillant. Mais tu vois, donc c'est quelque chose, je trouve, qui est plutôt, qui s'est défini un peu dans le temps, quoi. Aujourd'hui, parce que du coup, tu disais qu'au début de ta carrière, tu t'avais pas en tout cas toutes ces considérations pour la marque, etc. Aujourd'hui, du coup, ça veut dire que tu les as, donc tu as probablement une idée de à quoi devrait, en tout cas, dans l'idéal, ressembler la marque personnelle de Geoffrey Vion. Qu'est-ce qui aujourd'hui manque pour arriver à ce niveau-là? Alors, j'ai pas de considération pour une marque personnelle, mais pour la marque d'un point de vue entreprise, oui. Mes débuts d'activité étaient vraiment autour justement de la marque Renault et la faire briller un peu partout dans le monde, et l'organisation d'événements internationaux. Donc j'avais vraiment une idée de, ok, est-ce que l'importance de la marque versus presque le business, entre guillemets, et le cercle vertueux que ça peut engendrer. Après, d'un point de vue personnel, effectivement, je l'avais un peu moins. Aujourd'hui, ce qui me paraît essentiel, c'est de dire, ok, je suis un expert en marketing et communication. Après, moi, j'ai fait le choix, depuis le départ, de ne pas être un expert, tu sais, d'une activité précise de marketing et communication digitale. Il y a énormément d'activités. Tu peux être un expert du SEO, des relations presse, etc. Moi, dès le départ, j'avais plutôt envie de toucher à tout. Mon envie de créativité, de dynamisme, peut-être. Mais du coup, j'ai toujours voulu être très, très polyvalent et ne pas être uniquement catégorisé par, je sais pas, l'expert de la gestion d'événementiel ou ce genre de choses. Tu vois, je voulais toujours être polyvalent, même s'il y avait toujours des choses, évidemment, qui étaient en lien. Une forte dimension internationale, une forte dimension digitale, une vraie capacité de gérer des projets complexes, principalement à l'international. Mais en tout cas, voilà, ça c'est malgré tout l'idée que j'avais en tête. Et se dire, ok, en fait, mon territoire d'expression, il peut être extrêmement large. Le marketing et la communication sont des activités qui en plus évoluent dans le temps. Moi, c'est déjà presque 20-25 ans du coup que je travaille. Effectivement, tu vois, la notion de digital il y a 20-25 ans était absolument pas la même que celle d'aujourd'hui. Donc, se mettre dans une case, en tout cas, c'est quelque chose qui paraît presque dangereux. Et par contre, vouloir toucher à tout régulièrement en disant, bah, finalement, surtout dans ces domaines-là, évidemment, on a la technicité, mais c'est des choses que l'on apprend. Enfin, tu vois, on n'est pas docteur ou on a une spécialité, tu vois, nous, c'est plutôt il y a la technique et des outils, mais qui s'apprennent, et c'est plutôt des qualités personnelles qui font que ça fonctionne. T'es rigoureux, t'es créatif, t'es organisé, t'es curieux, tu sais écrire, tu vois, c'est plutôt ça, et ou tu sais bien gérer un projet, tu vois, c'est plutôt ça qui font que tu peux évoluer positivement en marketing et communication, et donc du coup, tu peux toucher à toutes les activités aujourd'hui qui sont extrêmement larges dans
dans ce domaine-là. Ok, ça marche. Au global, du coup, on peut globalement diviser ta carrière, je pense, en deux grandes tranches. Donc, 10 ans, une première partie dans le grand groupe, comme tu disais, Renault, Nissan, etc. Et le reste, du coup, en start-up. Dans ce podcast, on a eu pas mal d'invités qui ont fait ça, qui ont quitté les grands groupes pour intégrer par la suite des startups. Là, justement, le dernier épisode avec Valentine Courcou-Perrin de chez Phoenix, qui a fait exactement la même chose, mais elle qui est partie des agences. Mais on n'a encore jamais discuté de ça de manière un peu plus réflexive, tu vois. Je dirais pas sur les motivations, mais plus sur les conclusions qui t'ont amené à la question. Aujourd'hui, avec l'expérience, est-ce que tu pourrais nous parler des éléments manquants qui t'auraient fait rester en grand groupe, tu vois? Alors oui, effectivement, tu as raison. Effectivement, je considère vraiment avoir une carrière en 2 temps, avec une bonne dizaine d'années en grand groupe Renault-Nissan, avec énormément d'expériences très différentes. Nissan Europe. Après, je suis parti pour Renault en Turquie, dans une usine faire de la communication, un pays où j'avais jamais mis les pieds, où évidemment je parlais pas la langue. Et après, je suis arrivé au siège de Renault pour gérer des projets internationaux partout dans le monde. Et après, j'ai monté un peu le digital de Renault Sport. Donc on est dans une structure, enfin c'est hyper structuré. À l'époque, énormément de budget, beaucoup de process, de structure. Tu vois, on prévoyait. Moi, c'était la gestion de projets internationaux, donc j'avais 4-5 projets à gérer en même temps. Et c'était des projets qui étaient, certains étaient 1 an après. Le livrable projet était 1 an après, d'autres 9 mois et 6 mois selon la catégorie des projets. Et il fallait, dès que je revenais de vacances en août-septembre, caler toutes les réunions, tu vois, sur 1 an, 100, parce qu'en fait, il y avait des moments de validation, des comités de pilotage avant les séquences de validation, puis des réunions avec les prestataires extérieurs, etc. En gros, je faisais pendant quasiment 2-3 semaines mon calendrier avec les validation sur 1 an glissant. C'était vraiment ultra structuré. Et je t'expliquerai après pourquoi moi je suis parti du groupe. Et après, effectivement, j'ai atterri en start-up plutôt tech, avec une startup dans les robots humanoïdes et plusieurs startups dans l'univers du SaaS, à différents stades de maturité, donc création de startup, phase d'accélération, aussi des boîtes qui malheureusement étaient en fin de vie et qui ont fermé derrière. Et donc là, effectivement, startup totalement univers du jour au lendemain, totalement l'opposé du groupe Renault et de corporate. Donc pas de budget, pas toujours un marché, un produit en construction, pas d'organisation. Et il fallait toujours délivrer très très vite, même si c'était imparfait. Il m'arrivait de sortir un site e-commerce qu'on avait bâti en 2-3 mois, qui était à peine testé en pré-prod à 80%. Le big boss arrive et dit ok, on le sort demain. Et donc tu sors demain et puis tu le répares et puis au fur et à mesure. Là où dans les grands groupes, effectivement, c'était plutôt check, double check, fallait avoir tout validé X fois, que tout soit parfait pour sortir quelque chose. Et moi j'avais vraiment cette envie-là. J'avais alors une envie d'arriver dans un grand groupe dès le départ de ma carrière. J'avais senti que moi j'avais besoin de me structurer, de monter en compétences et d'être accompagné finalement dans un cadre. J'avais aussi envie d'avoir un nom de groupe sur mon CV. Je trouvais ça peut-être à tort, mais en tout cas à l'époque c'était extrêmement important. Il n'y avait pas encore tout cet univers de start-up, l'écosystème start-up, c'était pas forcément encore quelque chose qui était aussi intéressant. Et après, par contre, je trouvais ça dangereux, à l'inverse, de rester trop longtemps. C'est des grands groupes, c'est extrêmement confortable. On te construit un parcours de carrière sur 10 ans, mais quand tu as 25-30 ans, le parcours de carrière sur 10 ans, ça fait peur, quoi. Et on te dit, ok, tu peux arriver là dans 10-15 ans, tu peux être, tu vois, directeur marketing du filiale, tu peux être, tu dis, mais c'est garanti. Enfin, je veux dire, si je fais toutes les étapes que vous me demandez avant, qui n'ont pas l'air très drôles, c'est garanti. Ah non, c'est pas sûr. Mais donc, en fait, je vois bien tout le parcours fastidieux qu'il y a entre deux, mais il n'y a pas de garantie. Puis 10-15 ans, c'est quand même un peu loin, quoi. Donc moi, je trouvais ça dangereux de rester dans un grand groupe. Donc j'ai tout fait pour effectivement partir, entre guillemets. Et en fait, quand je suis du siège de Renault, je suis parti chez Renault Sport, qui était une business unit du groupe Renault. Donc, ils ont une petite entité de 180-200 personnes, mais par rapport au groupe Renault, tu vois, c'était 150-200 personnes juste en marketing, communication. Donc, tu vois, une petite entité, pour au moins avoir plus de choses à faire d'un point de vue activité. C'est-à-dire que mon périmètre est extrêmement large. Quand tu travailles dans un grand groupe, le problème, c'est qu'en fait, je te parlais tout d'abord de je veux pas être dans une catégorie, c'est exactement là où j'étais. C'est-à-dire que t'as la partie marketing, puis t'as la partie brand, puis t'as la partie gestion des événements. Dans les événements, t'as les salons automobiles, dans les salons automobiles, t'as les salons automobiles en Europe, et après t'as encore une catégorie en dessous. Enfin, tu vois, tu imagines les dossiers. Le dossier du sous-dossier du sous-dossier du sous-dossier, c'est exactement ça dans l'arborescence. Alors que dans une petite boîte, effectivement, ton périmètre, ok, tu touches à tout. Évidemment, sur une volumétrie qui est moins importante, mais au moins tu touches à tout. Ouais, effectivement, j'ai voulu vraiment basculer sur ce côté startup, ça paraît décisif. Et puis en plus, ouais, j'ai toujours eu un peu un côté geek, ou en tout cas une aspérité pour cet univers-là. Donc effectivement, je suis parti du jour au lendemain dans une boîte de robots humanoïdes qui s'appelle Aldébaran, qui a été racheté ensuite
quand j'y étais par SoftBank, un conglomérat japonais. Et donc là, effectivement, j'étais servi puisqu'on était à 2000% à l'opposé de Renault, quoi. C'est-à-dire que il y avait que des ultra geeks qui adoraient travailler dans une boîte de robotique humanoïde qui était pour eux le rêve ultime. Et puis il fallait tout construire. Le site corporate, un site e-commerce, un site dédié à la communauté de développeurs, les réseaux sociaux, il y avait vraiment tout à construire. Et t'arrivais le matin, tu savais jamais sur quoi t'allais travailler. Et encore une fois, il a fallu délivrer énormément de choses en très très peu de temps. Je suis arrivé, la boîte, il y avait 70-80 personnes, je suis parti, c'était 400 personnes avec des filiales partout dans le monde, partout dans le monde, aux États-Unis, au Japon et en France, en 2 ans et demi, quoi. Donc c'était hyper dense et intéressant d'un point de vue métier, parce qu'encore une fois, il fallait délivrer de la quantité plus que de la qualité, et on m'avait appris totalement l'inverse auparavant. Et évidemment, la vérité, elle est entre les deux, quoi. Et c'est exactement ce que je retrouve aujourd'hui Content Square, où je retrouve à la fois le côté d'une startup extrêmement dynamique, une ambition extrêmement forte, vision, une vraie mentalité de test and learn. Tu testes, ça marche pas. Ça marche, tu testes petit, tu accélères. Ça ne marche pas, ok, tu fais un rapide bilan, tu arrêtes et tu passes à autre chose, quoi. Tu as le droit à l'erreur. On se base énormément sur la data et en même temps, on a beaucoup de moyens puisqu'on a fait énormément il y a eu plusieurs levées de fonds, 3 levées de fonds. Moi, depuis que je suis arrivé dans la dernière, de 500 millions de dollars en mai 2021. Et on commence à construire de plus en plus nos process, une manière de travailler pour scaler. La vérité, effectivement, elle est vraiment entre les deux. Et c'est là où moi, aujourd'hui, je m'épanouis pleinement. Ok, donc en gros, t'as fait un espèce d'hybride entre un grand groupe et une start-up, ce sera une grande start-up, quoi. C'est ça. Bon, après, quand on soit, c'est particulier aussi, puisque moi, je suis arrivé ça va faire 3 ans dans un mois, ça fera 3 ans. Ouais. Et on était 280 quand je suis arrivé, on est un peu plus de 1000 aujourd'hui. Donc tu vois la croissance qui est quand même assez dingue. Il y a eu 6 acquisitions, il y a eu 3 levées de fonds. Est-ce que Content Square est exactement la même société que quand je suis arrivé? D'un point de vue structurel, non. Heureusement, d'un point de vue état d'esprit, mentalité, ambition, envie, oui. Et ce qui est le plus dur aujourd'hui à garder, en tout cas à entretenir, et on le sait, c'est comment tu gardes ta culture d'entreprise et ta cohésion quand tu passes de 300 000 employés et sans doute beaucoup plus dans les années à venir, parce qu'on a 1500 recrutements là actuellement ouverts. On a 1500 recrutements prévus d'ici 3 ans. Ouais, mais du coup, si je paraphrase un peu ce que tu me dis, parce que moi, ma question à la base, c'était sur quels sont les éléments qui t'auraient fait rester en grand groupe? Parce que de ce que tu me décris, c'était le parcours était un peu tout tracé, mais par contre, il n'était pas garanti. Si la RH, elle était arrivée en te disant Geoffrey, tes objectifs, c'est ça, si tu les remplis tous, t'es directeur marketing, région, Occident, je sais pas quoi, dans 10 ans, est-ce que tu serais resté? Non. Mais moi, c'est exactement ce qui arrive. C'est-à-dire, on m'a vraiment dit, ok, tu peux être là. J'étais plutôt bien noté dans les talents côté Renault. J'ai même eu du management là-bas extrêmement jeune. Je crois à 27-28 ans, j'avais une équipe où je manageais, assez jeune. Mais malgré tout, non, parce que je pense que carrière, c'est long. C'est très très long, tu vois, c'est un grand marathon et rentrer entre guillemets dans une zone de confort d'un grand groupe, je trouvais ça dangereux et il y avait quoi qu'il arrive dans un parcours de carrière où pourtant dans le groupe Renault très très sympa, hein, tu peux changer de poste tous les 3-4 ans, 4-5 ans, donc c'est plutôt cool. Il y a toujours un moment où tu as des postes sur lesquels qu'il fallait faire, qui étaient fastidieux, mais où moi je pense que d'un point de vue personnel je me serais pas éclaté, et c'est quand même pour moi décisif, c'est-à-dire d'allier les deux, d'allier un truc où j'apprends des choses, forcément il y a des choses que j'ai pas exploitées, que j'ai pas fait, où je vois aussi que je peux apporter quelque chose. Je peux arriver quelque part où je m'éclate, j'apprends plein de choses, mais j'ai pas l'impression, tu vois, que j'arrive à apporter des choses aux autres. Ça me gênerait, ça m'embarrasserait, je me sentirais pas à l'aise. Et en même temps, j'ai besoin quand même que l'environnement, ce que l'on fait, j'ai besoin de m'amuser, de trouver ça intéressant. Et j'aurais eu des moments dans ma carrière, dans un groupe comme ça, forcément, où on m'aurait dit, ok, il faut que tu fasses ça pendant 2-3 ans, quoi. Et c'est pas drôle, on le sait, mais c'est, tu vois, comme personne ne veut le faire, c'est dans le parcours, et c'est obligatoire. Et donc voilà, il y a deux choses. Je veux absolument pouvoir apprendre des choses, apporter des choses et en même temps m'amuser dans un terrain qui m'éclate. Sinon je me lève pas le matin. Et l'autre côté, c'est trop confortable, trop dangereux d'être confortable trop tôt dans sa carrière, à mon avis. Ouais, je vois ce que tu veux dire. La prise de risque, tu vois, quand je suis parti du groupe Renault, j'ai une trentaine d'années. Enfin, tu vois, elle était ultra faible. Enfin, tu vois, j'avais un parcours avec un
beau nom sur mon CV, j'ai fait des études, j'étais, tu vois, à l'époque d'un point de vue personnel, j'avais très très peu de risques. Donc, si tu prends pas des risques quand tu es en début de carrière, tu le feras jamais, quoi. Enfin, tu vois, ou en tout cas, tu le feras de manière qu'avec. Enfin, ça sera trop compliqué parce qu'il y a trop d'éléments rationnels qui rentrent en compte. Quand t'as, je sais pas, une quarantaine d'années, cinquantaine d'années et que t'as beaucoup d'obligations, quoi. Donc, Oui, ça marche. important de prendre des risques dès le départ, quoi. Surtout si t'es une assise solide, faut être confiant et y aller, quoi. Ouais. Il y a une question que je voulais te poser sur le réseau, mais je pense qu'on va pas avoir le temps. Et de toute façon, le réseau, c'est quelque chose dont on a parlé un petit peu déjà sur le podcast. Je vous invite à écouter l'épisode avec Vincent Moreau qu'on a fait. Du coup, je vais skip et passer à la question que j'avais notée après. C'est... je peux la tenter en une phrase, hein, vas-y. Ouais, la question que j'avais sur le réseau, vas-y, on va la faire en une phrase, c'est: est-ce que t'aurais une erreur à ne pas faire pour notre audience quand on tente de construire son réseau? Le réseau superficiel. Moi, c'est exactement un peu le parallèle avec la manière dont je pense ma marque personnelle, entre guillemets, au départ. Je suis plutôt sur la construction sur le long terme. Donc, connaître plein de gens rapidement de manière superficielle, ça fonctionne pas. Vaut mieux avoir peut-être un réseau peut-être plus petit, mais extrêmement solide, sur lequel tu sais que, encore une fois, sur une carrière qui va durer des années, tu peux rappeler des gens. Moi, je peux rappeler des gens que j'ai croisés il y a 10-15 ans. Il y en a peut-être pas beaucoup, mais en tout cas, j'aurai un retour très concret. Ils auront encore une image de moi et de ce que j'avais apporté à l'époque qui est solide. Plus que, tu vois, construire du volume pour du volume et finalement pas avoir quelque chose de solide et tangible derrière. Ok, ça marche, bon, parfait. Comme ça, on va pouvoir avoir le temps pour la dernière question. Assez court. Pas mal. Du coup, pour moi, le personal branding, c'est avant tout deux choses. C'est la connaissance de soi et ta réputation. Donc, si je devais résumer ce dont je parle depuis près d'un an, ce serait à peu près ça. Et avant qu'on enchaîne sur la partie market sur Content Square, moi, j'aimerais quand même faire un arrêt sur ce que tu fais aujourd'hui. Parce que mine de rien, tu m'as bien décrit le truc, etc. T'as présenté la boîte et tout. Et ça sent que, même dans ton niveau d'énergie, que tu kiffes ce que tu fais. Si tu devais retenir une chose que t'as appris sur toi-même et que tu pensais pas découvrir en venant chez Content Square, ce serait quoi? Chez Content Square en particulier, là, tu sais que c'est une bonne question, tu vois. Quand il y a ce petit temps là, tu sais que c'est une bonne question. Surtout quand elle n'a pas été partagée en amont, tu sais. Non, mais je sais pas, il y a peut-être peut-être sur l'implication, tu vois. Je pensais pas autant peut-être m'impliquer dans un projet, tu vois, et accrocher, tu vois, à un projet ou à la culture de boîte, tu vois, et fitter. Je pensais tant avoir un peu de recul, tu vois, avoir un peu un esprit critique, avoir un recul sur ou en tout cas moi j'étais toujours été étonné par des gens, tu sais, vachement passionnés, admiratifs même, hyper passionnés, tu vois, de quelque chose et d'être à fond dedans. Moi j'ai toujours peut-être un esprit un peu plus rationnel ou un peu plus reptilien, un peu plus froid. Et en fait je me rends compte là depuis 3 ans chez Content Square que je comme beaucoup d'ailleurs chez Content Square, on est tous à fond, quoi. Donc on est tous à fond et on met beaucoup d'énergie, de temps, d'investissement dans le projet de boîte et de temps en temps je me dis ah oui quand même, enfin, tu vois, je suis vraiment à fond. Et ça m'étonne de moi-même qui est toujours un peu plus, tu vois, un peu plus en retrait. Ça veut pas dire que je suis pas investi, mais je le montre peut-être un peu moins, ou tu vois, ou en tout cas je suis peut-être moins, je parais mettre moins d'affect dans ce que je fais que d'autres. Mais effectivement, là, on est sur une aventure qui est assez démentielle. Enfin, tu vois, je donne quelques chiffres, on essaie de la rationaliser, mais en donnant un peu de chiffres, tu vois, pour expliquer aux gens ce que ça veut dire de passer, tu vois, de doubler ou tripler de taille tous les ans. Et en réalité, le plus intéressant, c'est pas forcément ce qu'on raconte, mais c'est la manière, enfin, c'est de le vivre et de le rendre tangible, quoi, et de voir comment les gens bossent ensemble, sont ultra alignés sur ce qu'ils font. Les résultats sont tout le temps assez incroyables. On est sur des croissances à 3 chiffres depuis des années, et le projet, il est juste fou. Et au début, tu regardes le projet, tu fais ouais, ok. Le fondateur a dit ok, on est là pour construire la plus grosse boîte de tech, tu vois, mondiale. Tu le regardes au début, tu fais ok. Moi, je veux aller très très loin, mais jusque là, je me permets de mettre quelques doutes, tu vois. Et en fait, après, tu rentres dans le truc, tu fais ah ouais, mais en fait non, mais il y a moyen, quoi. En fait, c'est possible. Tu regardes juste en fait tous les ans, tu dis en fait où est-ce qu'on était il y a un an, où est-ce qu'on était il y a 6 mois, où est-ce qu'on veut être dans un an, où est-ce qu'on veut être dans 5 ans. Quand tu vois les parcours, enfin,
qu'on est capable des résultats qu'on est capable d'obtenir, je dis en fait c'est possible. Donc je suis rentré vraiment dans le truc, comme beaucoup, et effectivement donc c'est un peu ce qui m'a le plus étonné, c'est ma capacité à m'investir autant et à mettre autant d'investissement dans le projet de la boîte. Moi, j'ai une question par rapport à tout ça, parce que ça, c'est vrai que on n'en parle pas assez. Est-ce que quand tu étais, enfin, ou d'ailleurs, même quand tu rejoins Content Square, il te passe de l'equity dans ton package? Alors, on a ce qu'on appelle les BSPCE, effectivement. Alors, c'était le début. C'était en train d'être mis en place. Donc, moi, je suis arrivé, effectivement, j'en ai bénéficié dès le départ. Et après, maintenant, donc c'était il y a 3 ans. Et maintenant, en gros, tous, effectivement, les employés ont droit à un certain nombre de BSPCE selon leur arrivée, selon l'année, depuis quand ils sont là, etc., quoi, de manière assez classique. Ok, je te pose cette question. Startup, en tout cas. Je te pose cette question-là parce que pour moi, ça joue un grand rôle dans l'implication, tu vois. Genre, je te reprends un exemple simple. Aujourd'hui, je bosse dans une boîte qui s'appelle Go My Partner, d'ailleurs, que je salue à tous mes collègues, et qui est aussi une boîte de la tech. On bosse dans la sports tech, on développe une appli, etc. et tout. Et comme toute startup, il y a des objectifs de croissance, etc. Mais moi, voilà, aujourd'hui, je suis alternant. J'ai pas un poil de BSPCE, et qu'on fasse plus 100%, plus 300% ou plus 1000% à l'année, moi ça change rien à ma vie. Donc du coup, moi je me demande si quand on a un talent, particulièrement pour les marketeurs qui nous écoutent, parce que je pense qu'il y a des jeunes et des expérimentés aussi, est-ce que tu penses que t'aurais eu la même implication si t'avais pas eu de BSPCE dans ton package? Non, c'est un élément ultra motivant. Que ce soit clair. Après, il faut avoir conscience aussi que qu'il y a beaucoup encore une fois, là, c'est absolument pas garanti. Donc, ne rentre pas dans une boîte en me disant je mise tout là-dessus, parce qu'en réalité, il y a quand même beaucoup de chances que à la fin, tu s'en sors rien ou t'en sors quelque chose de bien. Et alors, et d'exceptionnel, c'est possible, mais les cas de figure sont assez limités. Bon, voilà, faut pas que ce soit ton unique critère de motivation quand tu rentres dans une boîte, sinon c'est très hasardeux. Après, oui, c'est un élément de motivation, parce que, en tout cas, d'implication et de fidélisation aussi, puisque tu sais, tu as en gros un nombre de PSPCE, et selon après les plans des différentes sociétés, mais tu les obtiens, tu peux les débloquer au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ce qu'on appelle investing, selon donc il y a un moyen de fidélisation et effectivement d'application. Mais encore une fois, si c'est ton seul critère pour entrer dans une boîte, c'est une erreur. Après, effectivement, c'est quand même un dispositif qui est ultra intéressant et pour se sentir impliqué. Ouais, parce mais ça va pas être la finalité. Et je prends l'exemple contraire de tu ne rentres pas dans une boîte uniquement parce que tu as des BSPCE en misant tout là-dessus. Et en même temps, faut pas non plus te dire sur le long terme, c'est ton seul élément de motivation. Pourquoi? Parce que après, si demain tu les actives, si demain tu en ressors quelque chose, c'est cool. Mais par exemple, tu les actives sur une entrée en bourse. Voilà, c'est un des scénarios potentiels de Content Square, ce qu'on appelle une IPO, une entrée en bourse, ce qui permettrait au passage aux employés de faire valoriser leur BSPCE. Mais l'entrée en bourse, ok, c'est une journée, après tu restes BSPCE, mais la boîte est toujours là, il faut toujours continuer à la faire évoluer, le projet est toujours là. Donc si c'est ton seul et unique objectif après dans une boîte, c'est vraiment compliqué sur le très très long terme. Donc c'est un élément de motivation, c'est un élément de fidélisation, oui, mais ça doit être pas le seul et l'unique, sinon c'est compliqué, sinon c'est dangereux. Non, mais je te pose cette question-là par rapport à l'ownership. On le sait, hein, le marketing, encore plus maintenant avec le digital, ça a un grand attrait performance, alors que c'est vrai qu'à l'époque, c'était un peu plus un truc de sales pour le coup. Et je trouve que dans le paysage, particulièrement de la startup, aujourd'hui, on demande beaucoup d'ownership aux candidats. Quand on regarde les fiches de poste, tout le monde doit être responsable, indépendant, curieux, savoir monter des projets, etc. Et pourtant, les candidats ne sont pas CEO. Et certaines boîtes, en tout cas à mon sens, oublient assez fréquemment que quand on n'est pas fondateur de la boîte, on peut pas se lever le matin nécessairement tout le temps en ayant ce truc-là d'implication, etc. Alors, et qu'il faut aussi... Mais après, l'implication, elle peut être portée, donc les BSPCE, c'est un élément, mais après, et c'est ce que souvent les startups essayent d'apporter, en tout cas elles doivent le faire, c'est ok, elles te demandent beaucoup d'ownership, d'investissement et autres, mais après elles peuvent te permettre à toi normalement d'être sur énormément de sujets, puisque souvent tu as des phases de croissance différentes, donc, du coup tu as une polyvalence, tu vois, d'activité, une autonomie, une courbe d'apprentissage du coup, et de compétences qui est extrêmement forte. Enfin tu vois, c'est ça, et tu as aussi un environnement parfois de travail, tu vois, qui est plus flexible, qui est plus sympa, etc., etc. C'est tout ça en fait finalement que les startups sont censées pouvoir proposer, ou en tout cas proposent plus, j'imagine, que d'autres boîtes, et c'est ça qui fait que tu dis ok, du coup moi je m'implique, parce que je vais pouvoir grandir et avec la boîte. Tu vois, encore une fois, ça doit être du donnant-donnant, quoi. Donc on te demande beaucoup,
c'est vrai, mais en même temps, si tout va bien, la boîte est censée pouvoir t'apporter énormément sur tes montées en compétences, sur ton environnement de travail, sur éventuellement des conditions, donc soit financières, soit divers avantages, et il faut qu'il y ait un équilibre effectivement, sinon tu peux pas impliquer les gens Mhm. forcément. Mhm. Ouais, on se rejoint assez sur ce côté-là. Sans plus tarder, on va passer sur la partie plus marketing autour de Content Square et de ce que vous faites aujourd'hui. Quand je reviens un petit peu sur les chiffres que tu nous as donnés, moi ce qui me marque, c'est voilà, le Figaro, French Web, Siècle Digital, j'en passe. On n'a pas pu rater la levée de fonds de 500 millions de dollars dans les médias. Y en a eu des plus gros juste après, d'ailleurs, ce qui m'a assez étonné, mais mine de rien, c'est Mhm. quand même un chiffre assez symbolique parce que c'est quand même voilà, un demi-milliard d'euros. Et ça implique aussi plusieurs choses. La première, c'est que déjà, vous avez bien bossé parce qu'on ne lève pas autant d'argent sans fondamentaux. Hein. Les investisseurs, ils sont pas complètement fous non plus. Et la seconde chose, c'est que ça va forcément impliquer des défis d'hyper-croissance du coup. Alors, en préparation, toi, tu me disais que quand tu es arrivé, vous étiez à peu près 300. Maintenant, vous êtes un peu plus de 1000, voire même un peu plus, je pense. Et c'est quoi, en interne, vos méthodes pour réussir à aligner aussi bien l'équipe marketing, les SDR, les sales, quand on sait que l'hyper-croissance, ça implique des process qui changent tout le temps, quoi. Nous, les process sont plutôt en construction. Je pense que ce qui fait que ça marche très très bien d'un point de vue marketing, sales chez Content Square, c'est qu'en fait, il y a un alignement des équipes qui est vraiment parfait. Alors après, c'est encore une fois en construction selon selon les différents pays. On est dans différents pays et il y a des équipes qui sont belles et il y a des équipes comme en France, par exemple, qui sont un peu plus, enfin qui sont qui est la première équipe puisque le siège est là. Nous, en fait, la manière dont on travaille, c'est que le marketing, en fait, il est incentivé sur le nombre d'opportunités qui est généré par quarter. Nous, notre objectif, c'est de contribuer au pipe, à peu près à 50% du pipe généré pour les sales et pour ça on le mesure par le nombre d'opportunités et qui est une première étape du cycle de vente. Donc finalement on a un marketing qui est très très orienté acquisition et très orienté sales. On va évidemment regarder nos métriques, tu vois, classiques du nombre d'MQL, de notre trafic de site, de conversion sur le site, etc., etc. Mais en réalité, je te dis pas qu'on s'en fout, mais ce qui est le plus important, c'est pas que j'ai énormément de monde sur mon site, mais que à la fin, ceux qui convertissent ramènent des opportunités business. Et ça, c'est extrêmement important parce que du coup, cette métrique qui est la même pour ici des équipes SDR et finalement aussi pour les sales, puisque eux, ils ont un objectif de pipe qui est lié au nombre d'opportunités. Il y a des ratios sur lesquels on travaille, et ça en fait c'est un alignement puisque en fait tout le monde va parler le même langage. Ce qui est aussi intéressant d'être dans ce que je disais, c'est que sur le nombre d'opportunités, on est un nombre d'opportunités par quarter. Donc ça veut dire qu'en fait on a un cycle, en tout cas d'activité, enfin une vision qui est assez court terme. L'idée c'est de se focaliser sur notre croissance. On veut extrêmement dense, extrêmement rapide pour des raisons très très stratégiques. Nous on est sur un nouveau marché, l'expérience analytique. L'idée c'est d'occuper le terrain au maximum, de bénéficier de cette nouvelle vague qui arrive et vraiment de croître très 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 vite. C'est pour ça que les sales, les SDR, le marketing sont sur des cycles extrêmement courts, même si en réalité on est en parallèle de la gestion de ce rythme d'hypercroissance très court terme. On regarde et on construit de plus en plus sur des plans, tu vois, beaucoup plus long terme. Et c'est un peu ça aujourd'hui moi ma difficulté, c'est-à-dire que j'ai à la fois une équipe que je challenge sur du très court terme par quarter, très business, et en même temps on essaye en parallèle de construire le plus tard. Et construire plus tard, ça veut dire vraiment avoir de plus en plus de process, effectivement aussi travailler beaucoup sur la marque, etc., etc. C'est ça qui est difficile aujourd'hui, c'est qu'il faut être capable de gérer les deux de manière assez subtile en parallèle. Le court terme, nourrir la machine sales, réaliser énormément d'activités dans notre map. Tu vois, on a 200 activités dans notre map par an, juste sur la France par exemple. Alors, par activité, ça va être participation des événementiaires, l'organisation de nos propres événements, des campagnes en ligne, etc., etc. Et en même temps, travailler sur des projets qui vont avoir des résultats beaucoup plus moyen long terme, tout notre SEO, les relations de presse, etc., etc. Ok, ça marche. Donc, Il nous reste à peu près, je dirais, une dizaine de minutes en incluant ma question. Du coup, un peu comme la question sur le réseau, peut-être en une demi-phrase, deux, trois phrases, est-ce que tu pourrais nous expliquer c'est quoi vos étapes aujourd'hui pour lancer un nouveau pays correctement sur la partie marketing? Les grands milestones, quoi. Ouais, alors aujourd'hui c'est un peu plus facile qu'il y a quelques années dans le sens où on en a déjà ouvert plusieurs, donc on a entre guillemets la recette. Mais globalement, il y a quand même une idée de on y va petit, on teste, on tâte et dès qu'on voit que ça fonctionne, on accélère rapidement. Donc
concrètement, par exemple, on va plutôt avoir des équipes sales au départ dans un pays et avoir le marketing encore, tu vois, dans une autre. On va pas ouvrir tout de suite un bureau et envoyer plein de monde là-bas. Je prends l'exemple de Sauce Europe, par exemple de l'Italie, il y a quelques années. On a pris des sales sur place, mais le marketing il est encore géré à Paris avec des gens qui ont cette double culture, qui parlent la langue évidemment, qui connaissent le marché local, c'est extrêmement important. Mais c'est comme ça un petit peu qu'on a géré. En fait, nous la mécanique finalement on la connaît. Ce qu'on fait derrière, c'est qu'on fine-tune selon le marché, on adapte, on localise, mais après on réplique déjà des succès qu'on a déjà eu au Paria. Et en même temps, ça c'est pour le début. Après, quand tu veux vraiment dans un pays, une fois que tu l'as ouvert, vraiment accélérer, aller beaucoup plus loin et beaucoup plus pertinent, il y a quand même vraiment un travail de localisation, tu vois, d'avoir des propres use cases locales, d'adapter selon les verticales, ton marketing selon les verticales qui vont être le plus intéressantes pour toi. Alors, soit parce qu'elles vont générer le plus de chiffre d'affaires, soit parce qu'en fait, elles sont plus simples à attaquer parce que tu as déjà eu des succès dans les verticales dans les autres pays que du coup tu vas pouvoir ramener et répliquer. Voilà. Et en même temps, aujourd'hui, tout ça fonctionne parce que nous, notre produit, il est extrêmement solide, il répond vraiment aux besoins, tu vois, de nos clients. Et donc, qui fait que ça marche, quoi. Je pense que c'était beaucoup plus compliqué au début de Content Square où t'es vraiment en phase d'exploration et où là, l'approche a été encore une fois, je reviens sur la mentalité extrêmement celle du marketing Content Square, de se focaliser surtout sur la croissance court terme et plutôt les ventes. C'est pour ça que le travail, par exemple, sur la marque de Content Square a été beaucoup plus tard. Content Square, il y a quelques années, était très très peu connu parce qu'en réalité, les équipes se focalisaient uniquement sur délivrer un produit qui marche pour les clients et rentrer des deals et pas forcément encore travailler, tu vois, sur la marque, tous les aspects à côté, quoi. Ok, ça marche. Bon, bah merci pour ta réponse et sans plus tarder, on va attaquer avec le Fast and Curious version brand. Donc Fast and Curious, le concept de Combini version brand, le concept du brand podcast. Tu vas avoir 3 propositions, tu choisis entre l'une et l'autre le plus rapidement possible. Geoffrey, est-ce que tu es prêt? Oui, vas-y, je suis prêt. Ce qui a le plus d'impact dans une carrière selon toi, faire connaître son profil ou se trouver des mentors? Se trouver des mentors. La partie marketing sur laquelle tu préfères travailler, c'est plutôt les événements ou la création de contenu? Événements. Pour toi, la plateforme Content Square, elle a le plus de potentiel pour quelles équipes? Les équipes e-commerce ou IT? E-commerce et IT prochainement. Et pour finir, Geoffrey, c'est à toi. Quelle est ta question pour moi? La question pour toi, c'est tu as la chance de parler à beaucoup de monde, à des experts sur plein de sujets dans plein de boîtes, et j'imagine que tu en retires plein d'enseignements, mais quel est vraiment le conseil, l'idée que tu aujourd'hui retiens et que tu appliques le plus dans ton quotidien? Alors ce conseil-là, c'est pas un conseil directement qui m'a été soufflé par un invité en particulier, mais c'est un global. En fait, pour donner un peu plus de contexte, moi globalement, je me considère comme étant un mec avec une mentalité, en tout cas, d'entrepreneur, puisque ça fait depuis que je suis tout petit que je crée des projets. J'ai commencé à vendre des logos sur Twitter en 2012, ce que j'avais fait rapidement sur Photoshop. J'ai toujours vendu des petites miniatures sur YouTube, fait un petit peu d'argent par-ci par-là en affiliation, en dropshipping, avec une agence de marketing d'influence là pendant les cours. Donc j'aime bien faire des petits projets, etc. et tout, mais un de mes grands défauts, ça a toujours été je dirais pas mon manque de patience, parce que aujourd'hui je considère que je suis quelqu'un de patient, mais c'est plus mon manque de perspective. Parce que quand je suis focus dans des trucs, j'arrive à me caler, je prends mon rythme, je travaille, etc. Mais des fois j'arrive plus à voir l'objectif final, ou plutôt je le perds de vue. Et en fait, avec le podcast, j'ai appris à faire ça en faisant des saisons. Je me suis rendu compte que tous les 3 mois à peu près, je me rendais compte que mon objectif par rapport au projet que j'étais en train de dérouler, il était en train d'évoluer. Pas nécessairement changer du tout, mais légèrement de s'ajuster. Il avait besoin de maturer encore un petit peu. Donc j'ai commencé à mettre en place des pauses d'un mois, ce qui me fait un grand bien, parce qu'en fait, pour la première fois de ma vie, je réfléchis à la strate du projet, quoi, un truc que je faisais pas parce que j'étais que dans l'opérationnel et tout. Et puis j'ai commencé en fait à la suite des épisodes, je pense dès les 3-4 premiers épisodes, en fait demander à chacun des invités. C'est un truc que vous entendez pas pour les personnes qui nous écoutent, mais en off, généralement après chacun des épisodes, et du coup tu vas y passer aussi, je ferai, je demande toujours aux invités pour eux s'ils pouvaient améliorer un truc sur le podcast aujourd'hui, qu'est-ce que ça serait.
Et tout le monde me donne toujours un point de vue assez différent. Il y a toujours des choses qui reviennent. Et au bout d'un moment, quand une réponse revient 4, 5, 6 fois, je me dis, ok, ça c'est vraiment le truc le plus prioritaire qu'il faut que j'améliore. Et c'est pour ça que chacune des saisons, la structure des questions change un petit peu, la structure du format, peut-être autour aussi de l'imagerie, ça change un petit peu. Peut-être la manière dont aussi moi je sélectionne les profils change un petit peu. Parce qu'en fait, finalement, c'est les invités qui construisent le podcast. Vous me soufflez tout plein d'idées. Qui, certes, une personne par une personne n'ont pas un impact ultra important parce que je vais pas mettre en pratique le truc direct, mais après que j'ai fait ma saison, je me pose, je prends tous les feedbacks et je me dis ok, qu'est-ce que je peux en faire concrètement. Et c'est aussi accessoirement grâce à ça que j'ai eu l'idée de faire cette conférence là, parce que comme je l'explique dans l'épisode que je fais tout seul pour vous parler de la conférence, bah je m'en suis rendu compte parce que beaucoup de personnes voulaient me voir, mais moi j'avais pas le temps de voir toutes ces personnes. Et à la fois, j'avais eu une école qui est l'EM Normandie où je fais en cours, qui avait besoin aussi de remplir son catalogue d'événements pour la partie alumni, quoi. Donc en fait, ça liait toutes les problématiques que j'avais en même temps. Et en fait, en entendant plein d'invités me dire, ah, bah, on devrait se voir, je me suis dit, bah, il y a peut-être moyen de faire un truc, quoi. Donc c'est un peu tout ça. Je pense que le meilleur des conseils, ce serait plus de réfléchir à la strate au global de ces projets. Ça, je le partage aussi pour tous les autres marketeurs, parce que c'est vrai que quand on fait du marketing, il y a très cette dimension où en fait ce qu'on apprend, on peut l'appliquer assez rapidement au global, mais à force de l'appliquer, parfois on oublie un petit peu la direction dans laquelle on voulait aller, ou on se rend compte qu'après 6-7 mois, c'est plus du tout ce qu'on voulait faire, et des fois juste prendre un petit peu de temps pour réfléchir à qu'est-ce qu'on veut vraiment construire. Je trouve que c'est assez important, et si on a la chance, comme je peux l'avoir, d'avoir des personnes qui peuvent nous donner aussi leur point de vue toutes les semaines sur qu'est-ce qu'on est en train de construire, bah c'est encore mieux. Voilà, sur ces belles paroles, ça clôture bien notre épisode et cette saison. Merci à toi. Tu grandis, c'est bien. Geoffrey, pour... Tu deviens juste de plus en plus mature et tu grandis, ça fait plaisir, mais au fur et à mesure des saisons. Ouais, c'est ça. Merci encore à toi pour le temps, etc. On est un samedi, il est quasiment 13h. Tout le monde a énormément de choses à faire. Merci à toi. Ça fait... Désolé de ces multiples reports. Très patient. Mais j'ai vraiment eu quelques mois très particuliers sur du pro et du perso. Mais donc merci pour ta patience. Ouais, bah ça... écoute, ça clôture... La prochaine saison, c'est bien ça ? Ouais, c'est ça, la saison 4 qui aura lieu, je pense, mi-janvier. Donc je vous annoncerai tout ça dans le prochain épisode solo. Mais avant tout ça, bah, du coup, petit rappel pour la conférence Brand Builders Talk le 13 décembre à 19h sur le campus de Paris à l'EM Normandie. Il vous reste à peu près 30 places. Voilà, c'est disponible dès maintenant. Le lien est dans les notes du podcast, sur les réseaux sociaux directement, sur mon LinkedIn aussi. Allez vous inscrire. Ça clôture assez bien cette année et c'est 3 belles saisons avec tout plein d'invités. Et j'espère vous y voir très nombreux là-bas. Voilà, n'hésitez toujours pas à liker l'épisode, à le partager, à nous mettre des petits commentaires pour nous faire monter toujours dans les catégories. Ça a fait plaisir d'avoir réalisé cette belle année, puisque moi, après cet épisode-là, je vais faire l'épisode pour un bon petit mois et demi, ce qui va me permettre de faire aussi un bon rec. et puis voilà, sur ce, on se retrouve quand même la semaine prochaine à 8h le lundi pour mon épisode solo. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt.